Je lis maintenant le chapitre 3 de Guy Debord, Rapport sur la construction des situations. Donc j'ai déjà lu le chapitre 1, le chapitre 2. Voici maintenant le chapitre 3. Voilà. Rôle des tendances minoritaires dans la période de reflux. Le reflux du mouvement évolutionnaire mondial, qui est manifeste quelques années après 1920 et qui va s'accentuant jusqu'aux approches de 1950, est suivi avec un décalage de 5 ou 6 ans par un reflux des mouvements qui ont essayé d'affirmer des nouveautés libératrices dans la culture et dans la vie quotidienne. L'importance idéologique et matérielle de tels mouvements diminue sans cesse, jusqu'à un point d'isolement total dans la société. Leur action, qui est dans les conditions plus favorables, peut entraîner un renouvellement brusque du climat affectif, s'affaiblit jusqu'à ce que les tendances conservatrices parviennent à lui interdire toute pénétration directe dans le jeu truqué de la culture officielle. Ces mouvements éliminés de leur tuer une armée de réserve du travail propagande. À ce point de dissolution, l'importance de l'avant-garde expérimentale dans les sociétés est apparemment inférieure à celle des tendances pseudo-modernistes qui se donnent aucunement la peine d'afficher une volonté de changement, mais qui représentent avec de grands moyens la face moderne de la culture admise. Cependant, pour tous ceux qui ont une place dans la production réelle de la culture moderne et qui découvrent leur intérêt en tant que producteurs de culture, d'autant plus vivement qu'ils sont réduits à une position négative, développent à partir de ces données une conscience qui fait forcément défaut aux comédiens modernistes de la société finissante. L'indigence de la culture admise et son monopole sur les moyens de production culturelle entraînent une indigence proportionnelle de la théorie et des manifestations de l'avant-garde. Mais c'est seulement dans cette avant-garde que se constitue insensiblement une nouvelle conception révolutionnaire de la culture. Cette nouvelle conception doit s'affirmer au moment où la culture dominante et les ébauches de culture oppositionnelles parviennent au point extrême de leur séparation, de leur impuissance réciproque. L'histoire de la culture moderne dans la période de reflux révolutionnaire est ainsi l'histoire de la réduction théorique et pratique du mouvement de renouvellement jusqu'à la ségrégation des tendances minoritaires et jusqu'à la domination sans partage de la décomposition. Entre 1930 et la Deuxième Guerre mondiale, on assiste au déclin continu du surréalisme en tant que force révolutionnaire, en même temps qu'à l'extension de son influence très au-delà de son contrôle. L'après-guerre entraîne la liquidation rapide du surréalisme par les deux éléments qui ont brisé son développement vers 1930. Le manque de possibilités de renouvellement théorique et le reflux de la révolution, se traduisant par la réaction politique et culturelle dans le mouvement ouvrier. Ce deuxième élément est idéalement déterminant, par exemple, dans la disparition du groupe surréaliste de Roumanie. Au contraire, c'est surtout le premier de ces éléments qui condamne à un éclatement rapide le mouvement surréaliste révolutionnaire en France et en Belgique. Sauf en Belgique, où une fraction venue du surréalisme s'est maintenue sur une position expérimentale valable, toutes les tendances surréalistes éparses dans le monde ont rejoint le camp de l'idéalisme mystique. Ralliant une partie du mouvement surréaliste révolutionnaire, une internationale d'artistes expérimentaux qui publiait la revue Cobra, Copenhague, Bruxelles, Amsterdam, fut constituée entre 1949 et 1951 au Danemark, en Hollande et en Belgique, puis étendue à l'Allemagne. Le mérite de ces groupes fut de comprendre qu'une telle organisation est exigée par la complexité et retenue des problèmes actuels.
mais le manque de rigueur idéologique, l'aspect principalement plastique de leur recherche, l'absence surtout d'une théorie d'ensemble des conditions et des perspectives de leur expérience entraînent une dispersion. Le lettrisme en France était parti d'une opposition complète à tout le mouvement esthétique connu dont il analysait justement le dépérissement constant, se proposant la création ininterrompue de nouvelles formes. Dans tous les domaines, le groupe lettriste entre 1946 et 1952 entretient une agitation salutaire, mais ayant généralement admis que les disciplines esthétiques devaient prendre un nouveau départ dans le cadre général similaire à l'ancien, cette erreur idéaliste limita ses productions à quelques expériences dérisoires. En 1952, la gauche lettriste s'organisa en internationale lettriste et expulsa la fraction attardée. Dans l'international lettriste se poursuivit, à travers de vives luttes de tendance, la recherche de nouveaux procédés d'intervention dans la vie quotidienne. En Italie, à l'exception du groupe expérimental antifonctionnaliste qui forma en 1955 la plus solide section du mouvement international pour un Bauhaus imaginiste, les tentatives de formation d'avant-garde, rattachées aux vieilles perspectives artistiques, ne parvinrent même pas à une expression théorique. Cependant, des États-Unis au Japon dominait le suivisme de la culture occidentale et qu'elle a d'anodin, dans ce qu'elle a d'anodin et de vulgarisé. L'avant-garde des États-Unis, qui a coutume de se rassembler dans la colonie américaine de Paris, s'y trouve isolée du point de vue idéologique, social et même écologique, dans le plus plat conformisme. Les productions des peuples qui sont encore soumis à un colonialisme culturel causé souvent par l'oppression politique, alors qu'elles sont progressives dans leur pays, ont un rôle réactionnaire dans les centres culturels avancent. En effet, les critiques qui ont lié toute leur carrière à des références dépassées avec les anciens systèmes de création feignent de trouver des nouveautés selon leur cœur dans le cinéma grec ou le cinéma guatémaltèque. Ils recourent ainsi à un exotisme qui se trouve être anti-exotique, puisqu'il s'agit de la réapparition de vieilles formes exploitées avec retard dans d'autres nations, mais qui a bien la fonction principale de l'exotisme, la fuite hors des conditions réelles de la vie et de la création. Dans les États ouvriers, seule l'expérience menée par Brecht à Berlin est proche, par sa mise en question de la notion classique de spectacle, des constructions qui nous importent aujourd'hui. Seul Brecht a réussi à résister à la sottise du réalisme socialiste au pouvoir. Maintenant que le réalisme socialiste se disloque, on peut tout attendre de l'éruption révolutionnaire des intellectuels des États ouvriers dans les vrais problèmes de la culture moderne. Si le janovisme a été l'expression la plus pure non seulement de la dégénérescence culturelle du mouvement ouvrier, mais également de sa position culturelle conservatrice dans le monde bourgeois, ceux qui en ce moment à l'Est se dressent contre le janovisme ne pourront pas le faire, quelle que soit leur intention subjective, en faveur d'une plus grande liberté créative, qui serait seulement, par exemple, celle de Cocteau. Le sens objectif d'une négation du janovisme, il faut bien voir que c'est la négation de la négation janoviste, de la liquidation. Le seul dépassement possible du janovisme sera l'exercice d'une liberté réelle, qui est la connaissance de la nécessité présente. Ici, de même, les années qui viennent de passer n'ont été, tout au plus qu'une période de résistance confuse au règne confus de la sottise rétrograde. Nous n'étions pas tant. Nous ne devons pas nous attarder sur les goûts ou les petites trouvailles de cette période. Les problèmes de la création culturelle ne peuvent plus être résolus qu'en relation avec une nouvelle avance de la révolution mondiale.